nous fassions beaucoup attention. Nous sommes dans un monde de concurrence. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe à travers le monde. Ceux qui connaissent les chercheurs, on ne les appelle même pas à la télé. Donc ça, c'est une façon de tuer l'intelligentsia. C'est une façon de tuer la critique. Dis-moi aujourd'hui, est-ce que parmi vos professeurs, les professeurs d'université, les professeurs de classe exceptionnelle, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les assistants, est-ce que vous les voyez lors des débats télévisés sur des questions économiques pointues? Est-ce que vous voyez les grands philosophes prendre la parole à la télé? Donc le système est conçu de sorte que il faut encourager la médiocrité. Et si vous voyez cette situation, en dépit de tout ce que vous avez emmagasiné comme connaissance, ça vous décourage. Mais ne vous découragez pas, il ne faut pas vous décourager. Oui. Ce sont les tentations des temps modernes. Il faut le comprendre ainsi. Mais un jour viendra, vous n'allez pas le regretter. Donc, on va continuer le développement de la pensée critique. Je le disais tout à l'heure, le développement de la pensée critique. L'un des objectifs fondamentaux de l'université est de former des esprits libres et éclairés, capables de penser par eux-mêmes, qui ne soient pas influencés dans leur façon de penser, qui ne soient pas influencés dans leur façon de voir les choses. Parce que dès l'instant que vous êtes influençable, on peut mettre en tout. On peut mettre en cause votre intellectualisme. Quand je dis intellectualisme, j'entends intellectualisme, c'est-à-dire le fait que vous arrivez à l'université et puis quelqu'un est là et il vous montre ce qu'on appelle les œillets, c'est-à-dire voir à la façon dont je sais que tu vois. Non. Lorsque vous venez à l'université, vous venez briller. C'est-à-dire, on vous dit fais ceci et cela. Mais une fois arrivé dans ce temple du savoir, l'université vous débride. C'est-à-dire, on vous enlève les œillets. Et c'est à ce titre qu'il dit élaborer, de former des esprits libres et éclairés, capables de penser par eux-mêmes. Les étudiants ils apprennent à évaluer la fiabilité des sources. La fiabilité des sources. Les étudiants évaluent la fiabilité des sources. Voir est-ce que la source de telle information, de tel renseignement, de ce dont je dis à ma disposition, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, malheureusement, on voit, parce que nos amis journalistes, un journaliste a été interpellé récemment et qui dit oui, je l'ai trouvé sur une page Facebook. Un homme politique peut se permettre de dire ça parce que c'est un homme politique. Mais un journaliste, pourquoi on appelle journaliste? Dis-moi, en français classique, un journaliste, comment on l'appelait? Communicant et quoi? Au XVIIe siècle, 16e, 17e siècle, les nouvellistes qui viennent avec des nouvelles. En anglais, qu'on appelle heralds. Ouais. Donc, quelqu'un qui vient avec une nouvelle, ça doit être une bonne nouvelle. Mais vous ne pouvez pas être journaliste, formé, connaissant toute la déontologie. On te dit, mais pourquoi vous avez publié cette information? Tu dis que oui, voilà, je l'ai trouvé. C'est irresponsable. Mais la formation universitaire vous donne un certain degré de responsabilité avant de publier une information, ou bien avant de communiquer, ou bien avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Et c'est ça la responsabilité aussi. Donc l'université, au-delà même de vous former intellectuellement, l'université vous forme moralement. L'université vous forme sur le plan éthique et sur le plan de la responsabilité. L'acte que je pose, dès l'instant que l'acte que vous posez, et vous ne savez pas les conséquences de cet acte, je pense que votre intellectualisme doit être mis en doute. Parce que ce qui est plus important, l'élément le plus fondamental pour l'être humain, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est vrai que c'est le substantif responsabilité vient de quel mot? De quel verbe? Ça vient de quel verbe?
Voilà, ça vient responsabiliser, c'est un nouveau néologisme, mais ça vient de répondre, c'est de répondre de ces actes. Les juristes sont bien placés pour le dire. C'est-à-dire, l'acte que tu poses, tu dois répondre de cet acte. C'est ce qu'on a substantivé et c'est devenu la responsabilité. Mais aujourd'hui, le mot est devenu un fourre-tout. Ça veut dire que l'acte que tu poses, tu dois répondre de ça. C'est-à-dire, toutes les conséquences découlant de ce que vous faites, n'est-ce pas, vous devez les assumer entièrement. Donc, l'université nous forme la responsabilité. L'université nous forme sur le plan éthique. L'étudiant, si l'étudiant se comporte comme quelqu'un de la rue, il doit se regarder dans la glace, dans le miroir, se dire, mais attendez, quelle est l'importance de mon passage à l'université? C'est comme le dit le Coran. Le Coran dit à propos des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que tout le monde n'est pas musulman, mais c'est juste une règle dans un cadre intellectuel. Le Coran s'adressant aux femmes du prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Mais, chers étudiants, vous n'êtes pas comme les autres individus qui ne sont pas venus à l'université. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Ce que j'ai dit, ça n'a aucune coloration religieuse. Mais c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Aujourd'hui, pourquoi je dis que vous n'êtes pas n'importe qui? L'actuel président de la République, il était ici, non? Qui dit? Qui sait? Est-ce qu'il n'y aura pas de futur ministre ici? Des présidents, des DG. Et je pense que c'est le moment pour vous de vous former intellectuellement. Donc, si on doit faire le survol de tout ce que j'ai préparé, je ne peux pas trop vous tenir en haleine. Voilà, d'accord. Voilà, le gosse là, il n'est pas syrien. Il n'a jamais été syrien. Il n'a jamais été syrien. Donc, maintenant, on va, voilà, les meilleures insertions professionnelles, on va aller directement dans ça. Donc, une insertion professionnelle facilitée, j'ai des perspectives élargies. Alors, maintenant, un étudiant, tu sais, l'étudiant, c'est comme un produit qui n'est pas raffiné. C'est un produit brut. C'est comme l'or qui n'est pas encore raffiné. Mais lorsque l'or est raffiné, tout le monde rush, tout le monde court vers l'or, n'est-ce pas? Donc, un étudiant, quelqu'un qui est passé par l'université, il a sa licence et il a son master. Et qu'il est formé est 1000 fois plus fort que quelqu'un qui est passé par une école de formation sans pour autant dégrader les vies. Il est 1000 fois plus fort que quelqu'un qui a fait une formation professionnelle tout en obtenant d'excellentes notes. Vous voyez? Donc c'est ça aussi le fait de passer par l'université. Vous savez, tous les grands de ce monde, les plus riches, ce sont les universitaires. Dis-moi, un multimilliardaire qui n'est pas passé par l'université, quelques exceptions faites. Mais, non, je veux dire dans le monde, toutes les inventions, la technologie, ce sont les universitaires. Tout se passe à l'université. Donc les laboratoires sont ouverts à l'université pour aller vers la recherche. Toutes les recherches linguistiques, la neurolinguistique, tout ça, c'est à l'université. Donc, en qualité de professionnel, vous ne pouvez pas le faire. Je ne le dis pas, puisque je suis professionnel, moi-même, mais n'empêche, disons la vérité. Donc, la formation universitaire, ça peut beaucoup aider, même dans le cadre du développement. Donc, un accès privilégié à des postes qualifiés et mieux rémunérés. Quelqu'un qui a fait une formation, qui est passé par l'université, il a son DEA, il n'y a plus de DEA, master, il a son master 2, et puis il a fait une petite formation. Mais lorsque l'appel à candidature vient, donc sur la base des critères spécifiques, on va le prendre. Parce qu'on sait qu'il est passé par l'UCAD. Déjà, c'est un bon carnet d'adresse le fait de dire que moi j'ai été étudiant à l'UCAD. Peut-être que c'est maintenant et maintenant, mais sinon, l'UCAD, c'est pour ça que souvent ils nous taquinent un peu les étudiants de l'UGB. Ils nous disaient à l'époque, les UGB, c'est l'université des gros bébés. Non,
Nous ne sommes pas gros bébés quand même. Parce qu'on a coutume de damer le pion dans tous les concours récemment. Mais n'empêche, UCAD demeure l'université d'excellence au Sénégal, une fierté de l'Afrique de l'Ouest. Donc si vous avez la chance de passer par là, vous êtes vraiment bien heureux, vous êtes vraiment chanceux. Malheureusement, moi je n'ai pas eu la chance de venir ici. Mais n'empêche, je n'ai jamais aidé les étudiants. Je n'ai jamais aimé les étudiants de l'UCAD. Non, franchement. Non, je n'ai jamais. Parce que parfois, quand ils viennent là-bas chez nous avec les baskets tout le temps, ils nous tapent. Et c'est pour ça qu'il y avait une rivalité entre nous. Hein. Donc c'était juste ce que je dis, c'est juste une boutade. Mais quand même, vous avez la chance d'étudier dans l'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop. Déjà, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. Parce que si on fait une analyse approfondie de cette situation, l'étudiant de l'UCAD doit être plus engagé que l'étudiant de l'UGB. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes dans la maison de Cheikh Anta Diop et nous sommes dans la maison de quelqu'un de Cheikh Anta Diop comme moi, c'est-à-dire Gaston Berger. Ah mais bien sûr. Donc, je pense que c'est une chance d'étudier à l'UCAD. Alors, un accès privilégié à des postes qualifiés et mieux rémunérés. L'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur constitue un véritable levier d'accès à des emplois qualifiés, mieux valorisés sur le plan économique et social. De nombreuses études internationales. Pourquoi? Parce que les chiffres, c'est important, pour montrer aux gens l'importance des études supérieures. De nombreuses études internationales démontrent qu'un titulaire de licence ou de master perçoit en moyenne entre 30 et 60% de revenus supplémentaires par rapport à une personne non diplômée. Bien que ce pourcentage varie selon les pays et les secteurs d'activité. Vous voyez? Donc, par ailleurs, dans un contexte où les exigences du monde du travail se font de plus en plus techniques et spécifiques, les employeurs privilégient les profils disposant de compétences clairement identifiables, souvent certifiées par un diplôme. Récemment, j'ai reçu... Oui, bon... Je pense qu'on peut abréger le temps puisque les gens, certains ont faim, d'autres doivent prier également. On ne peut pas entrer en profondeur. De toute façon, je vais faire preuve de... Voilà, je vais synthétiser un peu la discussion. Hein? Donc, qu'est-ce que je disais? Qui peut me rappeler? Je parlais de quoi? Voilà, je parle de l'offre. Alors, dans les organisations internationales, lorsqu'il y a un appel d'offres, on vous dit être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise ou d'un master d'une université reconnue. Dans les organisations internationales. Pourquoi elles le font, les organisations internationales? C'est juste ces organisations accordent créance, accordent crédit, accordent de l'importance à l'université, aux formations universitaires. Ouais. Donc, je vous encourage. Et maintenant, je pense qu'on va devoir résumer, puisque time is valuable, we waste so many times. So, voilà, c'est ça. Non, c'était prévu, n'importe quoi. Arrête. Ouais. Et quand on était au CEM, je l'intimidais. Hein? Et aujourd'hui, peut-être qu'il a vu ses camarades de l'UCAD. Moi aussi, j'aurais pu avoir mes camarades de l'UGB. Mais quand on était au CEM, je l'intimidais. Donc maintenant, on va juste parler ainsi pour renforcer leur profil. Les étudiants sont de plus en plus incités à enrichir leur parcours par des expériences. Donc, après l'obtention du diplôme. Parce que l'université vous forme. La formation vous transforme. Comme j'avais dit tout à l'heure, vous êtes un produit brut. Et ce produit brut, il faut le transformer, le raffiner. La formation, n'est-ce pas, vous transforme. Donc, et c'est sur la base de cette transformation
que vous allez acquérir de l'expérience à travers un exercice que les professionnels appellent stage. C'est un exercice. Le stage est un exercice d'une connaissance théorique. La connaissance théorique, n'est-ce pas, il faut qu'elle soit accompagnée de connaissances pratiques. Et la connaissance pratique, pour l'acquérir, il faut un exercice que les professionnels appellent un stage. Et le stage vous permet d'avoir une vue, une vision précise, n'est-ce pas, du monde professionnel. Et ensuite, il dit, les étudiants sont de plus en plus incités à enrichir leur parcours par des expériences professionnelles, stages, alternance. La maîtrise de langue étrangère ou encore l'obtention de certifications complémentaires, ces éléments deviennent des critères différenciateurs majeurs auprès des employeurs. Quelqu'un qui est diplômé, vous avez un master en droit public, vous avez un master en droit privé. Alors, sur le plan de la concurrence, quelqu'un qui a juste son master 2 en droit public, celui qui a deux diplômes est plus favorisé. Si on se fonde sur la base des critères spécifiques. Et tant que vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle long life learning, c'est-à-dire formation permanente, tant que vous pouvez faire ça, une formation permanente chaque fois, ne vous fatiguez pas. Donc essayez de faire des petites certifications comme ça, en ligne, faire des formations de 6 mois, mais vous n'allez pas le regretter, dans des domaines divers et variés. C'est le conseil que je peux vous donner, chers étudiants. Ne vous désespérez pas. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez réussir. J'en ai la certitude, même si vous n'en avez pas la certitude. Tout dépend de votre abnégation et de votre détermination et de votre résolution. Tout dépend de vous. Vous avez l'arme. Vous avez l'arme redoutable. Maintenant, pour mesurer l'importance de cette arme redoutable-là, le détenteur de l'arme doit savoir comment manier cette arme-là. Vous avez l'arme de la connaissance, chers étudiants. Donc, ces éléments deviennent des critères différenciateurs majeurs auprès des employeurs. Donc, la durée des études, le coût et l'impact psychologique. Poursuivre des études supérieures représente un investissement important, tant en termes de temps que de ressources financières. Les frais de scolarité, les coûts liés au logement, à la nourriture ou encore au transport peuvent constituer un véritable obstacle, notamment pour les familles aux revenus modestes. Nous étions tous dans cette situation. Et ça peut pousser à l'étudiant de dire que moi je pense que moi je vais continuer son étude, quoi, parce que c'est compliqué. Voilà. Mesdames et messieurs, so I want to help my mom. So although we are living in a very troubled situation, so my family needs me. Right. So if you are tempted by this kind of yes, donc si vous êtes tenté par des situations préoccupantes comme ça, psychologiques, c'est démotivant. Et c'est pour ça qu'il dit par ailleurs, les longues années d'études exigent une grande résilience mentale. Ça demande une grande force mentale, une résilience mentale. C'est pour ça que l'ancien président parle toujours de résilience. Ça veut dire résilience, n'est-ce pas, au sens léger du terme résistance. Il faut résister. Parce que les études supérieures, c'est un combat de lutte entre l'étudiant et le produit qu'on lui propose, le contenu des cours. Alors, est-ce que vous accepterez d'être terrassé par le contenu des cours? Ce sera la pire défaite pour un étudiant. Et c'est pour ça que si les contenus des cours ou bien votre formation vous terrasse, cette défaite survit en vous pendant des années. Mais comment j'ai fait pour échouer à l'université? À ce titre, je pense que donnez-vous les moyens, n'est-ce pas, de gagner ce combat, ce corps à corps entre vous et les études. Et je pense que c'est vous qui êtes mériteur et je pense que vous allez remporter ce combat. Est-ce que vous êtes prêts à remporter ce combat? Et vous souhaitez être Barcelone sans frustrer les merengues? Ok, d'accord.
Donc, par ailleurs, les longues études exigent une grande résilience mentale. La pression liée à la réussite. Est-ce que moi je vais réussir? Est-ce qu'après l'obtention de mon diplôme, est-ce que je peux trouver un emploi? Donc l'incertitude de l'avenir, l'incertitude face à l'avenir. Mais après les études, est-ce que je peux, est-ce que je peux trouver un emploi? Il devient donc essentiel de briser les tabous autour de ces sujets et de renforcer les dispositifs d'écoute, de soutien psychologique et d'accompagnement au sein des établissements. Ce serait mieux parfois, comme ce que vous avez fait, ce cadre-là, n'est-ce pas, pour qu'on parle des études supérieures. Donc, chers étudiants, c'est vrai que j'ai préparé un exposé médiocre et vous n'avez pas devant vous un conférencier éloquent. Vous m'en excusez. Mon dernier message à vous, croyez en vous. Mais lorsque les obstacles semblent insurmontables, souvenez-vous que chaque pas compte. La confiance en soi se construit dans l'action, dans les échecs comme dans les réussites. Investissez en vous. Le savoir, les compétences, les expériences humaines que vous cultivez aujourd'hui sont les fondations de votre avenir. Personne ne pourra jamais vous les enlever. Rappelez-vous que l'éducation est votre arme la plus puissante. Elle vous permet non seulement de changer votre propre vie, mais aussi de contribuer à changer le monde. Soyez curieux, soyez audacieux, soyez résilients. Et surtout, soyez pleinement acteurs de votre parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conférencier. Vraiment.